Mesdames, Messieurs, merci d'être avec nous dans votre magazine Question d'actualité. L'actualité, c'est la situation sécuritaire préoccupante dans la partie est de notre pays, la République démocratique du Congo. Dans ce magazine, nous parlerons également de la levée ou non des immunités de l'ancien président de la République, le sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange. Le procureur général de la Cour de cassation a également sollicité auprès de l'Assemblée nationale du Parlement la levée des immunités du ministre d'État en charge de la justice. Peut-être cette question, nous allons aussi en parler dans cette émission avec notre invité, surtout sur les pistes des solutions pour résorber, mettre fin à la crise qui secoue la région des Grands Lacs. Eh bien, notre invité, il s'agit du professeur Frédéric Boyenga Bofala. Il est professeur de droit international. Il a donné cours à l'université de Lille 2 et aujourd'hui il est dans les consulting. Professeur, bienvenue. Je pense que la présentation vous suffit. Bon, il y a à corriger. Vous savez, M. Mal, j'ai enseigné les droits constitutionnels et les droits internationaux il y a quelques années déjà. Depuis, je n'y exerce plus. Et c'est incongru de votre part de m'affubler du titre de professeur. Je sais que vous ne voulez pas beaucoup porter des galons, vous ne voulez pas trop de titres. Non, j'ai enseigné un temps, mais bon, professeur, non. Et vous avez abandonné la carrière? Oui, j'ai fait. Vous n'êtes plus professeur? Non, je n'enseigne plus. Pourquoi? Pour des raisons personnelles et changement d'orientation. Donc ici, vous avez seulement affaire à Frédéric Boyenga Bofala, président de l'Union pour la République, Mouvement National. Président de l'Union pour la République, Mouvement National. C'est votre parti politique? Oui, ce n'est pas. C'est un micro-parti qui n'a comme objectif que les propositions. Je n'ai jamais été un opposant, ni quelqu'un qui appartient à une majorité. Ma démarche est proposante. C'est ce qui justifie cette panoplie d'ouvrages que vous avez avec vous. Et dans tous ces ouvrages, je crois que je suis parmi quelques-uns qui ont beaucoup écrit pour la RDC. Crise multiforme, parce que ça fait plus de 3 décennies. La République démocratique du Congo est secouée dans sa partie est. Vous savez, toutes les rébellions, pratiquement toutes les guerres ont commencé justement par l'est du pays. Même la dernière en date, c'est celle de la FDL, qui a commencé par les Sud Kivu. Aujourd'hui, l'Est de la RDC est devenu les ventres mous sur le plan sécuritaire. Et d'après vous, comment sortir justement ce pays de Lumumba de cette crise qui est devenue presque récurrente? La question qu'on doit d'abord se poser, quelle est la cause de la crise? Pourquoi attaque-t-on les Congo? Les Congos payent le prix de quel tribut? Depuis 3 décennies bientôt, je n'ai fait que proposer des solutions à une situation dont j'ignore les fondements. Il faut être clair dans l'histoire qui prévaut actuellement dans notre pays. Il y a un pays qui titille la RDC. Dire ça ne veut pas dire le respect, le manque de respect à un pays voisin, mais le Rwanda est à la base de ce qui se passe dans notre pays. On le dit toujours, ça fait 30 ans. Voilà, vous le dites, mais il semble que un moment, vous savez, quand on est agressé et qu'on reconnaît qu'il y a une agression, on formule les pistes de sortie des crises. Ce qui a manqué au Congo, c'est que le Congo n'a pas pris l'initiative de proposer à la communauté, non, je ne dirais pas à la communauté internationale, pour moi ça n'existait pas. C'est un terme. Voilà, c'est un terme. On n'a pas une communauté de destin entre tous les États du monde. La charte des Nations Unies n'est qu'une tentative pour aller vers cette communauté internationale. Mais il n'y en a pas. C'est une société internationale. Alors, les Congolais ont été un peu absents dans l'offensive de proposer des solutions. Nous subissons à chaque fois. Lorsque cette crise menace, c'est soit l'Union africaine qui se réunit, bon, on a eu beaucoup de désaccords, l'accord cadre, l'accord ceci ou cela, mais à aucun moment l'Union africaine n'a sanctionné les agresseurs de la RDC. Et pourtant, dans sa charte constitutive, il est bien précisé qu'un État ne peut pas, un État africain ne peut pas agresser un autre. Mais il s'avère bien que, aujourd'hui tout est démontré,
le Rwanda a attaqué la RDC. Mais l'Union africaine n'a jamais condamné le Rwanda. Aucune, je l'ai dit. Organisation. Vous parlez de l'Union africaine. D'abord. Et l'ONU. Attendez, j'arrive, monsieur. D'abord, il faut traiter les problèmes dans la maison. Allez-y. N'est-ce pas? Que ce soit la SADC, que ce soit la communauté de l'Afrique de l'Est, tout ce que vous voulez, on a toujours voulu mettre kiff-kiff les Rwanda et le Congo dans cette crise. Ah, vous allez chercher amicalement les solutions à la crise, alors qu'il y a un agresseur. On ne peut pas me démontrer aujourd'hui quand est-ce que le Congo a pris l'initiative d'attaquer le Rwanda. Les prétextes du Rwanda sont connus aujourd'hui, ce sont des prétextes fallacieux. D'accord? Mais, bon, malheureusement, il faut quand même dire, les Congolais meurent aussi à cause de leur propre turpitude. Ça, il faut le dire. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Oh, la classe politique congolaise a été des fois un peu, je ne dirais pas complice, mais sa mollesse a permis à nos agresseurs d'être encore plus forts. Tiens, tenez, je vais vous donner un exemple. Après l'offensive, pendant l'offensive de la rébellion actuelle de M23, le Rwanda a lavé ses mains. Non, c'est une rébellion congolaise. Donc c'est un problème congolais. Ils l'ont dit. Alors expliquez-moi pourquoi les Américains amènent le Rwanda sur la table de négociation avec nous, Congolais. Nous négocions quoi avec les Rwandais? Parce que le Rwanda a dit qu'il n'est pas, la rébellion à l'Est ne les concerne pas. Vous imaginez? Donc indirectement, le Rwanda reconnaît, en venant négocier, discuter avec nous, il reconnaît ipso facto qu'elle est partie prenante de la crise. Vous savez, nous sommes en train de discuter avec des protagonistes. Il y a le Rwanda-État et la rébellion. Les Congolais discutent aujourd'hui encore avec la rébellion au Qatar. Et là, d'un côté, il y a les Américains qui nous proposent aussi une forme de médiation. Mais alors, expliquez-moi un peu. Qu'est-ce qui se passe dans cette crise? Est-ce que les Congolais se rendent compte de ces scénarios qui ne peuvent que nous nuire? Moi, depuis que je suis rentré en politique par effraction, parce que je ne suis pas à l'origine un homme politique, moi. C'est par effraction, voilà. Donc c'est par amour de votre pays. Oui, voilà, c'est tout. Vous savez, je vais vous dire une chose, monsieur. En 1970, j'avais 10 ans. D'accord? J'ai défilé ici, au boulevard du 30 juin, lors du 10e anniversaire de notre pays. Les gens de cette génération-là ont les Congo dans son cœur. Bon, des fois, on a tendance à dire Zaïre, c'est la même chose. Et voir les Congos aujourd'hui à genoux, en l'espace, monsieur, d'une génération, les Rwandais nous a mis à genoux 2 fois. 97, parce que l'AFDEL, vous savez ce que c'est. Et aujourd'hui, actuellement, nous sommes à genoux. Et nous courons. Et c'est révoltant. Monsieur Frédéric Boyenga Boufala, puisque nous parlons de la crise multiforme dans l'Est de la République démocratique du Congo, j'ai sur ma main un livre que vous avez rédigé, vous avez écrit « Comment sortir de l'impasse politique pour relancer et achever le processus démocratique électoral en RDC ». Vous proposez un plan d'action, justement, dans ces livres, pour débloquer de manière responsable la situation politique, je dirais même sécuritaire, en République démocratique du Congo. Oui, ce petit fascicule ou ouvrage a toute une histoire. Cet ouvrage est écrit, je dirais, sur sollicitation de l'ancien président via son vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, un frère, je dirais, Évariste Bochab. Donc vous voulez parler de Joseph Kabila? Oui, Joseph Kabila, je cite son nom. Je n'ai pas de raison de ne pas citer son nom, je ne suis pas là pour ça, moi. Oui, et j'ai répondu en juriste. Vous savez, il faut faire la part des choses entre un politique, lorsque je réponds politiquement, et lorsque je réponds juridiquement. Ici, il s'agissait de répondre sur la question, est-ce qu'on peut modifier l'article 220 de la Constitution? Et j'ai répondu par ces fascicules que oui. Et j'ai commencé déjà ça depuis 2011. Là, c'était en 2011. 2011, non. En 2011, j'ai parlé de la Constitution. Pour moi, cette Constitution devrait être soit révisée totalement, soit ça tombait caduque et il fallait écrire une nouvelle. Les gens qui aujourd'hui vocifèrent en disant qu'il faut changer la Constitution, à l'époque, ils m'ont attaqué parce qu'ils ne sont pas des véritables juristes. Un juriste
lit d'abord un document et il comprend. En 2011, je dis que ce n'était pas bon pour nous. Ici, j'ai répondu sur l'article 220. Messieurs, qu'on ne vous trompe pas. Lorsqu'on est juriste, aujourd'hui, à ma position, j'ai aussi des apprenants en droit, des jeunes gens, qui écoutent un professeur ou un enseignant en droit. Si vous ne dites pas la vérité, ces gens-là, un jour, seront des professeurs comme vous, enseignants. C'est faux de dire qu'on ne pouvait pas changer l'article 220. Tous les constitutionnalistes qui écoutent, ils savent que nous avons... Article verrouillé. Non. Ça, ce sont des déclarations politiques. En droit, les principes de l'immutabilité constitutionnelle absolue n'existent pas. Parce que le constituant d'aujourd'hui ne peut pas engager le constituant de demain. Nous ne sommes pas dans une société bloquée. Et s'il arrive, par exemple, qu'un article pose évidemment problème, qu'est-ce qu'on fait? Ici, dans ma démarche, j'avais dit ceci. Parce que vous dites que cet article est réputé intouchable. Bon, écoutez. La seule chose pour moi, c'était que nous revenons vers les souverains primaires. Le seul qui pouvait nous autoriser à le modifier. C'est-à-dire vous passez au référendum. Oui, 2 référendums, monsieur. 2 référendums. Premier référendum, poser la question à la population congolaise. Voilà. La Constitution nous interdit de toucher cette disposition. Mais vu la situation actuelle du pays, nous voulons la modifier. Autorisez-vous à faire cette révision? Si la population répond oui, nous procédons à l'étude de ces textes. Et après un deuxième référendum, nous soumettons maintenant les textes proposés à un référendum. Donc on pouvait. La question qui se pose aujourd'hui, qui s'est posée à l'époque, c'était la question de l'opportunité d'une telle révision. C'est la question que j'allais vous poser aussi. Voilà, aujourd'hui, la même question revient à la surface. Est-ce que c'est opportun de penser à réviser la Constitution ou à la changer pendant que notre pays est agressé dans sa partie est? Mais monsieur, pendant que notre pays est agressé, l'État ne fonctionne pas? Donc oui, nous sommes agressés. Et donc si nous avons des vrais problèmes à résoudre, on va attendre la fin de la crise. Si vous me dites oui, c'est peut-être pas le moment, peut-être certes, mais je suis d'avis que nous devrons changer cette constitution. Et il faut une nouvelle constitution. Dans l'actuelle, il y a beaucoup de tares. Même vous prenez en matière de décentralisation. Il faut que nous ayons un régime clair. Ici, c'est hybride. C'est un régime hybride. Unitaire fortement décentralisé. Oui, bon, je suis un peu de tendance lombiste, hein, si vous voulez. Moi, j'ai toujours été pour un État fort et décentralisé. Mais lorsque je suis venu en 2016 pour proposer, j'ai demandé quand même à ce qu'on restaure les régions. Ça veut dire quoi, dans région? mon esprit, dans mon esprit, l'ossature de l'État était simple. L'État, la région, les provinces et la commune. Pourquoi? Nous avons fait une décentralisation qui met presque en place des micro-États aujourd'hui, pour moi. Et vous remarquerez que ces provinces s'administrent comme ils peuvent, mais on n'a aucun résultat probant, l'absence de l'État. Messieurs, ne copions pas les choses pour copier. Dans nos sociétés, nous avons besoin d'un État fort. Et j'ai proposé qu'il y ait ce que j'appelle une décentralisation tutélaire. C'est-à-dire, je ne dis pas qu'il faut casser les provinces. Parce que les provinces, avec l'élection du gouverneur, ça, c'est la décentralisation. Bon, il faut leur doter encore d'autres choses pour qu'ils exercent bien. Mais je me disais, il faut que les provinces soient encadrées. Tiens, par exemple. Par les ministères de l'Intérieur. Ça, c'est autre chose. Je dis, vous prenez par exemple la région, les Katanga. Il faut restaurer la région du Katanga. Et à l'intérieur de la région du Katanga, il y a des provinces, Lomami, oui, il y a 4 provinces, oui, démembrées. Lorsque nous procédons à ça, c'est qu'à la tête de la région, il n'y a pas un élu du peuple, mais un représentant de l'État. À la tête de la région. La région, ça serait la déconcentration. Aujourd'hui, monsieur, nous vivons l'absence de l'État. On a laissé les provinces gérer à leur façon. Si je comprends bien, excusez-moi, oui. Donc le pays doit être découpé en 4 blocs, par exemple. C'est-à-dire 4 régions. Non. Et puis avec qui sont à la tête, justement, qui sont en train de gérer les différentes provinces. Les régions, vous savez, je vais vous dire une chose. Quand vous dites les grands Équateurs ou les grands Katanga,
Et les petits Équateurs et les petits Katanga, où dites carrément la région du Katanga, mais enfin, soyons honnêtes, tout ça, pourquoi? Parce que Mobutu avait... Pardon. Parce que Mobutu avait créé les régions. Non. Nous sommes un peuple qui a son histoire. Nous pouvons de temps en temps aussi revenir à ce que nos anciens ont fait. Aujourd'hui, à l'absence de l'État, vous savez, je vais vous dire, monsieur, un Katangais qui quitte Katanga aujourd'hui va à l'Équateur, il est étranger. Un Mukongo de Bas-Congo, s'il va à Maniema, il est étranger. Aujourd'hui, l'ethnie qui a pris les pas sur le national. Et ça va nous demander à instaurer vraiment un véritable programme d'intégration nationale. C'est-à-dire... Oui, monsieur. Oui, excusez-moi de vous interrompre. Oui. C'est des belles idées que vous avancez. Oui. Vous parlez aujourd'hui de l'ethnie qui a pris les dessus sur la nation. Viens un peu nous expliquer. Ça veut dire que les gens sont plus dans la tribu que dans les valeurs nationales. Tout ça découle de votre histoire des originaires. Ne peut être gouverneur dans les Kasaï qu'un originaire du Kasaï. Vous le savez. Et dans la Constitution, il y a la question des originaires. Bon, la seule province que je tire un peu coup de chapeau, ce sont les Équatoriens qui ont voté pour sénateur, M. Mukamba, qui est du Kasaï. Mais Mukamba a une histoire avec l'Équateur. Les gens de l'Équateur n'ont pas tenu compte de son appartenance ethnique, de sa proximité avec eux. Un Zaïrois qui a œuvré, pardon, un Congolais, allez-y. Un Congolais qui a travaillé pour cette région. Et les Équatoriens l'ont reconnu comme tel. C'est un patriarche de l'Équateur, même s'il est Moulouba. Et aujourd'hui, ce n'est plus ça. Et il faut que nous arrivons, il faut que l'État congolais arrive à cimenter, c'est-à-dire à ressouder cette unité nationale qui nous fait aujourd'hui défaut. Ça nous fait défaut. Et les moyens, c'est créer une région avec des provinces et avoir des gouverneurs non originaires, par exemple. Non. Bien entendu, l'élection doit être ouverte à tout. Moi, j'aimerais voir un jour un Mongo gouverneur de Tanganyika. Mais bon, c'est vrai que si il a vécu dans les Tanganyika, il connaît les Tanganyika, bon, il est chez lui. Mais aujourd'hui, la question des originaires me pose problème. Un Congolais, on ne doit pas parler des origines. Ça nous crée des histoires. Si vous êtes par exemple un Kassaïen, je dirais, et que vous avez toujours vécu en Bujimaï ou ceci, que vous soyez candidat en Bujimaï, ce n'est pas un problème. Mais des fois, on parachute un Mongo pour qu'il soit à Boende, alors qu'il pouvait y avoir un Moulouba qui habite à Boende et être gouverneur à Boende. Donc, il faut une forme de maïétique aujourd'hui. C'est pour cela que je dis, dans cette nouvelle constitution, nous allons mettre en évidence les exigences de notre histoire. Et nous avons toute une anthropologie congolaise. Ne copions pas. Et j'ai entendu certains disent fédéralisme. Bon, on crée le fédéralisme. Vous savez l'histoire du fédéralisme, par exemple, aux États-Unis. Ils ont commencé par un État confédéré, mais pour aller plus vers l'unité. Parce que confédération et fédération, des choses différentes. Et je reviens à la question. Oui. Sous une autre manière. Oui, dites. Est-ce que c'est opportun, cette démarche de vouloir changer les dispositions constitutionnelles? Oui, mais je pense qu'aujourd'hui, si on le faisait, ça ne poserait aucun problème parce qu'il n'y a pas, on n'est pas là à la veille d'une élection. Et puis, monsieur, est-ce que l'État ne doit plus vivre? Parce que là, vous vivez, je suis à Kinshasa ici, je vois les gens vivre. L'État vit. Oui, nous avons un conflit que nous devons mettre tous les moyens. Et pour cela, il faut mettre au garage toutes les réformes nécessaires pour notre pays. Est-ce qu'il faut? Vous savez, mettre une commission pour rédiger une constitution, ce n'est pas une affaire que vous ferez dans 2 mois. Donc on peut commencer aujourd'hui, on a beaucoup de temps pour le faire sans problème, ça ne nous pose aucun problème. Mais c'est vrai que nous avons la crise des Grands Lacs, mais on n'a pas que ça, et on a aussi une crise sociale. Moi je sillonne Kinshasa ici, vous voulez des élections, sur ça je vous l'ai dit. Moi je suis pas... Je demanderai même un moratoire électoral. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je demande ça? Frédéric Boyenga, oui, je vous explique. Oui, vous voulez parler du moratoire électoral. Oui. Ça veut dire qu'on ne puisse plus organiser des élections pendant un temps pour permettre à l'État de se refonder, c'est ça? Voilà, c'est-à-dire que mon objectif aujourd'hui, c'est la renaissance du Congo. Messieurs, depuis 2006, nous avons fait des élections présidentielles, législatives. Ça a changé quoi dans les quotidiens congolais? Mais ça fait partie de l'exercice démocratique. Mais non, la démocratie, sa finalité, c'est le bien-être de son peuple. Ce n'est pas qu'un jet politique.
C'est pour qu'on gère bien l'État et que les peuples respirent. Le peuple que je vois là ne respire pas. À la place des bulletins de vote, moi je propose qu'on parle aujourd'hui des bulletins de salaire des Congolais. Les bulletins de paye. Ça doit prendre la place. D'abord, c'est plus important que vos élections. L'élection là a changé peut-être les hommes, mais ça n'a pas changé notre réalité. Mais tout ça demande des véritables explications au peuple. Monsieur, quand vous voyez les taux de mortalité dans notre pays, à 45 ans, on est déjà vieux. Ça doit nous interroger. Vous savez, vous et moi, monsieur, lorsque nous nous levons le matin, monsieur Mbaye, j'ouvre mon frigo. Je regarde, enfin frigo, réfrigérateur, mais bon, je suis congolais, nous on disait frigo. Hein. Allez-y. Oui. J'ouvre mon réfrigérateur, je regarde et je dis, oh, qu'est-ce que je dois manger? Je mange quoi là? J'ai quoi? Un problème de choix. Est-ce que je mange les bouquets? Et maintenant, on n'a plus... Mais non. Il n'y a plus question de mais il y choix. a des non, il y a toujours. Toi et moi, on a le choix. Mais il y a des Congolais qui se lèvent le matin et se disent, est-ce que je vais manger aujourd'hui? Ça, c'est la question d'opportunité. Nakoli alelo. Yo question na yo c'est nalianine. Omelette ou ceci, c'est un problème de choix. Tu choisis. Mais il y en a qui n'ont même pas l'opportunité de manger. Et nous devons aujourd'hui mettre en place un véritable programme économique et social d'urgence pour penser ces plaies, monsieur. Vous savez, monsieur Mbaye. Et ce programme intègre justement les moratoires sur la tenue Non, d'élection. en fait, lorsque je parle de moratoire, parce que je me disais, vous savez, les élections mal organisées là a détruit le Congo. Nous sommes rentrés en guerre entre nous. Tenez, je vais vous dire une chose. Si ça ne dépendait que de moi, on mettrait fin à la CENI. Vous savez, il faut que... Ah bon? Oui. Parce que... J'arrive. CENI, commission électorale indépendante. Oui. Je n'ai pas vu l'indépendance de la CENI. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Les élections font partie des attributions du ministère de l'administration du territoire ou de l'intérieur. Montrons au monde que nous ne sommes pas un peuple tricheur. Les gens pensaient qu'en mettant la CENI, ça serait indépendant, il n'y aura pas... Mais on a toujours eu des contentieux avec la CENI. Et elle est budgétivore pour rien. Montrons aux gens que nous ne sommes pas des tricheurs. Remettons cette compétence-là au ministère de l'Intérieur. Nous ne sommes pas un peuple tricheur. Pourquoi? Vous avez vu toutes ces structures qui gravitent, dont on ne voit même pas les résultats. À chaque élection, nous avons contestation. Tenez-vous. Sans rentrer, sans attaquer tel ou tel. Lorsque j'ai entendu la première fois notre compatriote Nanga dire, oui, Tshisekedi, par exemple, n'a pas gagné les élections. Quoi qu'on a entendu. Mais il me semble que Tshisekedi n'a jamais été président de la CENI. Tshisekedi n'a jamais prononcé les résultats des élections. Qui a prononcé ça? C'est le même Nanga. Et ben voilà. C'est le même Nanga. Et qui a confirmé ça? C'est la Cour. S'il y a tricherie, c'est que Nanga nous dise. Mais ce n'est pas celui qui a bénéficié. Lui, il n'avait aucune compétence. J'ai dit à cette époque-là. D'accord? Si les élections suivantes ont eu un problème, ça, on imputera la responsabilité au régime actuel. Mais Nanga, quand il dit, tu sais qu'il a triché, mais c'est lui qui avait prononcé les résultats des urnes. Moi, je n'ai jamais vu, tu sais qu'il dit, s'autoproclamer président à cette élection-là. La CENI a dit, tu sais qu'il a gagné, et la Cour constitutionnelle confirme. Donc, s'il y a une personne qui doit nous justifier cette tricherie, et que s'il faut aussi entamer quelques poursuites, c'est celui qui présidait l'institution. Vous savez, il faut quand même aujourd'hui nous ayons le sens de la responsabilité. Ce qui nous tue, mais c'est mal. Nous agissons par émotion. L'émotivité. Nous sommes là à chaque chose, comme vous m'avez dit, vous allez me poser la question sur la question des immunités, tout ça, je vous répondrai, mais je risque de vous surprendre. On va y revenir. Revenons d'abord, parlons un peu des causes profondes de la crise qui secoue l'Est du pays. C'est très important. Il y a eu la résolution, dans moins de 2 semaines, oui. Le Conseil de sécurité des Nations s'est réuni, oui. Et la dernière réunion, oui. A produit une résolution, oui. La résolution 2773, oui. Qui peine Qu'est-ce qui dit cette résolution? La cessation immédiate, par exemple, des hostilités. Oui. Alors, si la cessation immédiate des hostilités, or, le Conseil de sécurité est l'organe suprême en matière de
rétablissement de la paix, tout ce que vous voulez. S'il n'arrive pas, c'est qu'il y a un problème. Dites-moi, est-ce que c'est la première résolution où on a réclamé la cessation des hostilités? Vous savez les problèmes de vous, Congolais. Des fois, nous, Congolais... de nous, Congolais, voilà. Oui, heureusement que oui. vous êtes... Non, nous, Congolais. Oui. Ceux qui vont m'attaquer diront. Les Congolais, c'est que nous sommes trop enthousiastes sur les choses, on n'analyse pas les fonds des choses. Est-ce que c'est la première fois qu'il y a une résolution des Nations Unies? Ce qui nous pose problème aujourd'hui, c'est que ces résolutions, souvent, ça n'émane pas, à l'origine n'est pas congolaise. Le Congo n'a jamais pris l'initiative de déposer comme ça une résolution avec... Pour les cas d'espèce, c'est la France. La France qui a porté la résolution. Oui, mais d'accord. Pourquoi nous-mêmes ne le ferions pas? Pourquoi nous ne le ferions pas aujourd'hui? Nous savons qui nous a agressés et qu'est-ce qui s'est passé. Vous voyez, quand on prétexte, par exemple, bon, le Rwanda a prétexté aussi des fois, oui, tiens, je l'ai vu, ouais, bon. Il y a les FDLR. Monsieur, les FDLR, je l'ai dit, ça c'est que j'ai condamné le gouvernement congolais. Les FDLR n'existaient pas. Vous savez, qu'on aille me montrer les campements des FDLR, c'est où? On vous a déjà montré un FDLR qu'on a arrêté. L'FDLR, c'est quelque chose qui a existé en 97 et tout ça. La plupart de ces gens-là sont vus aujourd'hui. Il y en a qui ont été au Congo-Brazzaville, d'autres ici. Mais l'FDLR, c'est un prétexte. Et je n'ai pas aimé que les Congolais acceptent de dire oui, nous allons aussi combattre les FDLR. Qui nous montrent, ils combattent les où? C'est là les pièges. Nous mordons à l'hameçon. Montrez-moi un FDLR. Nous connaissons l'Est. Montrez-moi les campements des FDLR. Tous les autres groupements qui sèment la terreur au Congo, nous savons les localiser. On les localise. Mais les FDLR sont où? Prétexte, monsieur. Et là, je dis, les Congolais ne pouvaient pas reconnaître qu'il y a les FDLR. Monsieur, vous savez, ça me fait mal de voir les Congos contre tous. Mais le problème entre nous, c'est que nous ne nous entendons pas sur des peccadilles. J'ai répondu à l'appel du président de la République parce que je voulais moi aussi, bon, je l'ai fait à l'époque avec le président. Contribuer à votre... Je suis, monsieur, peut-être aujourd'hui le seul sur cette crise-là qui a écrit des choses que beaucoup ont copiées. Et vous avez écrit des choses, je vois un ouvrage. Monsieur, là, ça, non, la ça, relance. Voilà. Oui, c'est un document, la relance de l'action du Conseil de sécurité dans sa mission en République démocratique du Congo. Vous voulez et vous verrez, il est bien dit, la réorientation stratégique et politique de la mission des Nations Unies pour sortir la RDC de la crise des Grands Lacs, l'accompagner et l'assister dans le processus de sa reconstruction politique, économique et sociale. Vous savez, monsieur, même l'Europe que vous voyez là aujourd'hui, l'Europe avait besoin d'une aide, ce qu'on appelait l'aide Marshall. Mais moi j'ai compris une chose, c'est pour cela que j'étais même contre les départs de la MONUSCO. Je me disais, bah, si vous étiez contre le départ, pendant qu'il y a déjà un plan de désengagement. Non. La MONUSCO a fait plus de 20 ans au pays, pas de résultats escomptés en termes de sécurité. Je suis tout à fait d'accord avec vous parce que la formule de cette MONUSCO n'est pas une formule adaptée à la crise actuelle. Mais M. Mbal, même si les Américains et nous arrivons à un accord, que ce deal-là, ça ne mettra pas la fin à la crise des Grands Lacs. La crise des Grands Lacs, c'est autre chose. Qu'il faut essayer de prendre à bras le corps toutes les questions qui se posent à cette crise et les résoudre. Et les Congolais doivent avoir l'initiative des textes. Moi, j'ai proposé ces plans. C'est un plan de 10 ans dans lequel j'ai dit il faut qu'on nous accompagne. Mais en même temps, notre effort aussi. Les Congos, si la MONUSCO n'était pas fort, c'est parce que les Congos n'avaient pas un État fort. La MONUSCO ne peut pas suppléer l'État congolais. La MONUSCO accompagne. Moi, j'entends. Mais nous avons déjà vécu un piège. Et il devait appliquer les chapitres 6 Non, le chapitre 6, c'est ce que je demande aujourd'hui, la réorientation. Parce que la mission a échoué, mais on a toujours besoin des Nations Unies. Même si nous faisons l'accord avec les Américains, nous reviendrons toujours à la table du Conseil de sécurité. Les Américains ne peuvent pas décider tout seuls. Vous savez, je suis ici au Congo et j'ai vu la présence chinoise, et techniquement une présence dans les infrastructures, tout ce que vous voulez. On le mettrait dehors?
Je n'ai pas vu la présence américaine. Dire ça ne veut pas dire que je ne veux pas des Américains, non, pas du tout. Je suis Congolais, je ne peux que défendre les Congolais, les Congos. Si je vais discuter avec les Américains, bah, vous savez, monsieur, en politique internationale, il faut toujours faire comme si l'ennemi est sincère. Lui accorder les bénéfices de la sincérité. C'est là, c'est le seul point où j'ai un peu appuyé la démarche actuelle de l'exécutif congolais. Regardez, une guerre, on n'a que deux solutions. Où on met les moyens, on gagne une guerre. Ce que nous n'avons pas fait, soit on négocie. Soit on négocie. Mais maintenant, lorsqu'on négocie, il faut savoir ce qu'on négocie. Moi, j'ai compris qu'il y a des préalables que nous devons avancer. Ah, c'est quoi ces préalables, justement? Mais, monsieur, vous savez... Vous voulez parler de la souveraineté, des questions de souveraineté? La première, pour moi, qui est l'élément fondamental, c'est le respect du principe de l'utiposidetis juris, qui veut simplement dire « possède ce que tu as possédé », qui revient à la reconnaissance des frontières héritées de la colonisation. Parce que j'ai déjà entendu quelques musiques en disant que oui, le Rwanda est petit, il faut qu'il y ait un espace vital pour le Rwanda. Et d'ailleurs, les autorités rwandaises avaient réclamé en son temps que certaines terres qui appartiennent au Congo leur appartenaient en son temps. Mais non, mais chez nous aussi. Mais la question, la Charte des Nations Unies, avec la Charte des Nations Unies de 1945, cette mode d'acquisition des territoires n'existait pas. Je crois que je vous ai donné quelques exemples. Si vous prenez un petit pays comme la Suisse est un petit pays enclavé. Certaines possessions françaises aujourd'hui, qui font partie du territoire français, qui fait la France, étaient suisses. Imaginez-vous que la Suisse, prétextant de son exiguïté, réclame à la France la Savoie et la Haute-Savoie pour étendre son espace vital. Ou bien réclame Lyon, par exemple. La Savoie surtout. Voilà. Prenons aujourd'hui les grands duchés de Luxembourg, prétextant aussi de son exiguïté, demander à la Belgique d'étendre son espace à Arlon, c'est la province de Luxembourg. Et ainsi de suite. Ou même Monaco. Ou l'Allemagne. Bon, la question de l'Allemagne, pour vous dire que même les Allemands ont respecté ces principes des frontières héritées pour qu'il y ait réunification allemande. La question qu'on a posée aux Allemands, c'était la reconnaissance de la ligne Oder-Neisse, c'est-à-dire qui fait la frontière entre l'Allemagne et la Pologne. Alors que les territoires qui se trouvent du côté de la Pologne, à l'époque, appartenaient au Reich. Mais les Allemands ont respecté ces principes, possède ce que tu as possédé, et ils sont allés signer un accord, un pacte avec la Pologne de reconnaissance de ces frontières. Et donc, le Rwanda doit reconnaître cette dimension héritée de la colonie, non pas convoiter jamais de la vie dans la charte, à moins que la charte soit caduque. C'est une demande fallacieuse. C'est ici que vous donnez... vous avez le plaisir d'honorer les Rwandais en discutant de ça. Ça, c'est quelque chose... ipso facto, ça n'existait pas. Et pour vous, la solution à la crise qui secoue la région des Grands Lacs, c'est la réorientation, justement? Non, ça, c'est ce que je demande. Non, non, non. Dans ce plan, je donne aussi les éléments pour lesquels le plan concerne aussi les Congos, le rétablissement de l'autorité de l'État, la réforme de notre armée. Il y a beaucoup de choses sans lesquelles même la MONUSCO ne peut rien. Je vais vous donner un exemple. Vous savez, en 1963, lorsqu'on a mis fin à la rébellion dite de Tchombe, les Nations Unies de l'époque, les troupes des Nations Unies, étaient composées des militaires congolais qui ont été mis au service de l'ONUC. Et le colonel Mobutu était fier de cela. Aujourd'hui, là, lorsque vous voyez les contingents qu'on envoie à la MONUSCO, ça vous effraie. Ah oui, contingent de Guatemala, Bangladesh. Et Bangladesh, et des choses comme ça. Mais parce que nous n'avons pas pesé. À l'époque, nous demandions, nous voulions que tel pays nous soutienne. Et c'est ce que je demande aujourd'hui. Même si, vous savez, dans le plan là, j'ai dit qu'il faudrait que nous mettions au service des Nations Unies une division des Congolais, mais au service des Nations Unies, parce que personne ne connaît nos problèmes mieux que nous. D'accord? Mais quant à la résolution de la crise elle-même, j'ai commencé d'abord par dire nous devons inscrire la fin de la crise des Grands Lacs à l'ordre du jour des conseils de sécurité.
Donc cette question n'a jamais été... Mais pas du tout. Ce que nous faisons là, c'est la politique d'apaisement. Quand on vous dit signer les cessez-le-feu, mais la guerre n'est pas finie. Cessez-le-feu, on temporise. 30 ans, nous vivons ça. L'apaisement, l'apaisement. Non, les Congolais... Les sujets d'être inscrits à l'ordre du jour. À l'ordre du jour du Conseil, et les Congolais doivent présenter un texte. Moi, là, dans ces textes-là, qu'est-ce que je présente, par exemple? La démilitarisation de l'Est du Congo. Démilitarisation. Démilitarisation des... Donc vous voulez qu'on crée une zone non, je m'explique. Il y aura après, d'abord, l'Ituri. Je ne veux pas que ça démarre les sanctuaires des mouvements, des factions rebelles. Parce qu'aujourd'hui, à l'Ituri, au Kivu, ça pilule. Donc il faut déjà démilitariser aucune activité militaire, dissoudre toutes ces factions, récupérer toutes les armes, et cette région doit être une région sans armes. Mais si on le fait simplement, ça ne suffit pas. Qu'est-ce que je demande aussi? L'établissement d'une zone démilitarisée, s'étendant, par exemple, de 30 km à l'intérieur du Rwanda, Burundi, Ouganda et Soudan du Sud, à partir de leurs frontières avec la RDC. Le Rwanda a toujours demandé les garanties. Excusez-moi, et qui va gérer ces zones démilitarisées? On arrive d'abord. Non, monsieur. Pourquoi gérer? Lorsque vous avez simplement enlevé tout ce qui est activité militaire, mais la vie des populations continue. Simplement, nous ne voulons plus des armes dans ce périmètre-là. Nous ne voulons plus d'armes, on se met d'accord, et avec une véritable responsabilité des Nations Unies. Mais vous savez, on meurt beaucoup au Congo. Monsieur, vous imaginez comment peut-on expliquer qu'un pays comme le Rwanda puisse avoir l'audace de mettre à genoux un pays comme la RDC? Ça ne vous interpelle pas? Ça ne vous fait pas mal quand vous dormez? Vous êtes en train de spéculer sur une question existentielle. J'ai dit démilitariser l'Est de la République, c'est pour le bénéfice des Congolais. Plus d'activités militaires, dissoudre toutes ces factions, et récupérer toutes les armes. Mais si nous le faisons chez nous en Ituri, au Kivu, on ne le fait pas dans les zones frontalières, Rwanda, Ouganda, Burundi, tout ça, mais on est imbécile. Il faut que, à l'intérieur de leur territoire, même 30 km, à partir du frontière avec les Congo, ça soit démilitarisé aussi. Plus d'activités. C'est l'une des pistes de solutions à des éléments. Voilà. Mais bon, il faut quand même revenir aussi, les prétextes du Rwanda, qui est la question, je ne vais pas revenir là-dessus, des Banyamulenge, j'ai déjà entendu ça, c'est ce que j'appelle moi. C'est un faux fuyant? Oui, monsieur. Vous savez, il faut dire une chose quand même. Les populations, dites-moi, en 71, d'abord, je vous dis, j'ai entendu, on parle des minorités, Banyamulenge, tout ça. C'est un faux débat. Au Congo, il n'y a pas une majorité. Il n'y a pas une minorité. Il n'y en a pas. Il n'y a aucune tribu aujourd'hui. Donc toutes les tribus sont minoritaires. Les seuls, peut-être, les seuls qui peuvent même revendiquer d'une forme d'apartheid chez nous, c'est ce qu'on appelle les pygmées, les Batchois, que nous avons tenus en laisse comme rien. Mais à part ça, il n'y a aucune tribu qui peut dire qu'ils se sont lésés. Pas du tout. En 70, bon, il faut quand même dire une chose. Nos frères, les Congolais, Banyamulenge, à l'origine, tout le monde, ils n'avaient pas tous la nationalité congolaise. C'est en 71 avec une ordonnance de loi présidentielle. Ils ont eu des fêtes, voilà. Oui. Alors, dites-moi, vous connaissez une tribu du Congo où l'autorité doit lui accorder la nationalité par décret ou ordonnance? Moi, mon... Quel est ce gouvernement qui va me... Vous savez que j'ai un passeport où je n'ai pas, je rentre chez moi à Bessau, qui va me bousculer? Parce que j'ai une terre. La terre. Donc cette terre-là s'identifie à moi. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? Et nos frères Banyamulenge qui sont là, Congolais depuis, j'en connais beaucoup ici, est-ce qu'ils ont besoin du Rwanda pour se défendre en tant que Congolais? Et d'ailleurs, la plupart sont déjà intégrés. Mais bien entendu, on a des ministres Banyamulenge qui sont Congolais, qui ont acquis leur nationalité congolaise, qui sont Congolais depuis. Pourquoi vous voulez prendre ces gens-là comme prétexte? Qui
qui Pas sont, du tout. Mais monsieur, qui ne sont pas en sécurité, c'est de la bêtise. ils sont marginalisés, ce sont des minorités. Apportez-moi la preuve de cette marginalisation. Frédéric Boyenga Bofala, apportez-le. Nous allons aborder notre question de notre émission, mais question d'actualité. Je vais quand même terminer ça. Je vous donne juste 2 minutes. Une minute. Allez-y. Je ne suis pas là. Vous savez, les Banyamulenge qui sont ici sont congolais. J'ai dit ceux qui sont ici, qui sont reconnus congolais, ils sont congolais. On n'a pas besoin du Rwanda pour venir dire je vais protéger les populations rwandaises qui sont là-bas. Mais vous savez, le Congo est quand même un pays, je dirais, mystique. Nous avons 9 frontières. D'accord? Oui. Bien entendu que vous verrez des populations. Je vais au Congo-Brazzaville. J'étais étonné. Il arrive entre le Congo-Brazzaville et la RDC. Il n'y a même pas une frontière comme les 2 fleuves là. Chez les Manyanga là-bas. Vous traversez la rue, l'autre côté c'est Congo, Kinshasa, et l'autre Congo-Brazzaville. À Sakanya, il y a la même chose, c'est la route qui sépare la Zambie et la RDC. Voilà. Une route seulement. Quand vous traversez la route, vous êtes en Zambie. Mais monsieur, vous savez, cette position géographique aussi, c'est l'élément de notre faiblesse. L'élément de notre faiblesse qui me pousse à faire la proposition délirante que j'ai faite aujourd'hui dans ces plans. Vous savez, en parlant des régions, c'est quelle proposition encore? Non, je fais une autre proposition. Je vous explique. Il est toujours dit, tout le monde le dit à dessein, si vous voulez la paix, préparez la guerre. N'est-ce pas? Mais on a vu que même ceux qui détiennent l'arme atomique... Swiss Pack Parabellum. Oui, même ceux-là, vous avez vu, la Russie fait toujours la guerre avec l'Ukraine, ainsi de suite. C'est-à-dire cet adage n'a pas vraiment fonctionné, même si je reconnais qu'il faut quand même un État organise son armée, sa défense. Mais moi, en réfléchissant, j'ai dit non, il y a un autre adage pour moi. Si tu veux la paix, prépare la paix. Ah, si tu veux la paix, prépare la paix. Oui. Et merci. Dans le cas du Congo, c'est quoi? Nous avons 9 frontières. Et aujourd'hui, si vous enlevez un pays comme l'Angola, le Burundi, et même le Congo-Brazzaville, qui ne sont pas hostiles au Congo. Pas hostiles. Mais les restes sont un peu hostiles au Congo. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai réfléchi sur quelque chose. Lorsque vous avez tous ici vos portables, la matière qu'on fabrique, ces portables, c'est une matière congolaise. Aujourd'hui, dans le monde, on a les problèmes de voitures électriques. Le Congo, il est là comme pourvoyeur. Mais il faut protéger ces pays-là, qui permet l'évolution, qui permet le développement de l'économie mondiale. Et la seule façon, c'est une véritable protection statutaire. Monsieur, ça veut dire quoi? Oui, j'arrive. Protection statutaire. Voilà, un statut. C'est toujours de nouveaux concepts. Non, c'est pas nouveau. Un statut protecteur. Monsieur, nous sommes dans l'Union africaine. Dites-moi quand est-ce que l'Union africaine a pris une décision qui pouvait mettre fin à la crise de la RDC. 30 ans presque aujourd'hui. Quand est-ce que la SADC a fait quelque chose pour que les Congolais... En d'autres mots, toutes ces organisations n'ont rien fait pour le retour de la paix en RDC. Pas du tout. Et qu'est-ce qu'il faut alors? Oui, le Congo doit quitter tout ça. Oh. Oui, le Congo doit avoir un statut de neutralité perpétuelle. C'est vivre dans l'isolement? Pas du tout. Non, ce n'est même pas l'isolement. La Suisse n'est pas isolée. Simplement, les puissances signataires garantissent. Dis donc, nous sommes aujourd'hui un pays dont l'économie du monde dépend potentiellement. Eh bien oui, il faut protéger ces pays-là. Alors, il faut avoir quel statut, d'après vous? Un État neutre. La neutralité perpétuelle. C'est-à-dire que le Congo doit entretenir des relations bilatérales avec tel ou tel pays. Mais je ne veux plus du multilatéralisme africain. Ça nous a conduit dans l'impasse. D'accord? Moi, ça, j'insiste parce que une telle déclaration suppose, j'ai choisi, par exemple, les 5 grandes puissances signeraient que celui qui attaque la RDC, pays pourvoyeur de tout ce que vous avez, la Suisse, personne ne peut l'attaquer. Parce que ce que la Suisse représente, c'est quelque chose. Mais si les multilatéralismes africains échouaient, alors on peut mettre en exergue les bilatérales. Mais oui, lorsqu'on est neutre, on fait le bilatéralisme. La Suisse a des relations bilatérales avec tout le monde, mais il n'est pas parti, il ne fait pas partie. Frédéric Boyenga Bofala, vous êtes intéressant avec des bonnes idées que vous avancez. Je voudrais qu'on parle de cette question d'actualité en République démocratique du Congo. Vous êtes à Kinshasa, la capitale de votre pays, la RDC. Je sais que vous vivez
en France, à Picardie. C'est là que vous vivez. Vous savez, et ça fait beaucoup d'années que vous êtes revenu au pays. C'est une question, avant peut-être de terminer cette émission. La question... Non, je suis venu en 2016. Ah, mais 2016, ça fait pratiquement... Non, 2016, j'avais 56 ans. Et je suis rentré au Congo, j'avais 57 ans. 2016, ça fait 9 ans après. Eh bien oui, si je ne suis pas venu, parce que vous connaissez... C'est quand même beaucoup, hein? Beaucoup de choses ont changé dans l'entretemps. Non, vous croyez que je suis à la page toujours pour le Congo. C'est devenu pour moi ma raison de vivre. Le Congo, c'est votre raison de vivre. Oui. Aujourd'hui, le Parlement, je vais parler du Sénat, n'est-ce pas, est dans une phase d'élever les immunités du sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange. Il y a des plénières qui sont organisées. Vous, en tant qu'analyste... Non, je ne suis pas analyste. Bon, je suis en tant que Congolais lambda, président d'un parti politique, ce n'est pas un parti politique de masse. Je sais que vous avez toujours été modeste. Alors, votre analyse, votre commentaire par rapport justement à cette démarche qui tend aujourd'hui à lever les immunités du sénateur à vie Joseph Kabila Kabange. Monsieur, d'abord je vais vous répondre. Si j'étais quelqu'un de mauvaise foi, avec la mésaventure que j'ai eue à l'époque, enlevez ça. Parce que j'ai subi quelque chose ici, vous le savez, en 2016. Et pourtant j'étais venu présenter ça, qui a été demandé. Mais non, je suis un juriste. Je n'accablerai personne. Lorsque vous dites qu'il faut enlever l'immunité de l'ancien président, si les éléments démontrés, les éléments de preuve sont là, oui, pourquoi ne pas lever l'immunité? Je vous explique. Mais contrairement à ce que vous croyez, l'immunité ne veut pas dire qu'aujourd'hui vous venez, vous tuez quelqu'un, on ne va pas vous interpeller. Le président israélien, Moshe Katsav, a fait la prison pour viol. Et pourtant, il était protégé. D'accord? Mais les faits ont été avérés, établis qu'il a violé. Ici, dans les cas de l'ancien président, ne nous arrêtons pas par les émotions. Soyons responsables. Si on apporte les preuves de sa complicité, je n'en sais de quoi, oui, il faut demander cette levée de l'immunité. Une autre demande, c'est celle formulée pour terminer, on est en train de terminer l'émission, ça sera peut-être la dernière question. Une autre demande formulée, une demande de levée des immunités, c'est celle formulée par le procureur général de la Cour de cassation à l'endroit du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, pour des soupçons de détournement des fonds. Votre commentaire? D'abord, pour l'instant, je ne pense pas que M. Moutamba est condamné ou ceci, il est toujours présumé innocent parce qu'il y a non seulement aucune instruction, nous sommes simplement dans une demande faite par le procureur de la République pour lever son immunité. Mais la question que je me pose, bon, si aujourd'hui les faits reprochés à M. le ministre s'avéraient vrais, le procureur qui a demandé cette levée a déposé sa requête auprès de l'institution parlementaire avec des éléments de preuve. S'il n'y a pas de preuve, non. Si les preuves sont là, de toutes les façons, c'est une requête qui doit être analysée. Mais pour l'instant, ce ministre et des maires... Il jouit d'une présomption d'innocence. Il est innocent, et parce que l'affaire n'est même pas dans le rôle, ce n'est même pas une affaire qui est encore en justice. On demande pour l'instruire, parce qu'on ne peut pas l'instruire comme ça. Pour l'instruire, il faut qu'on enlève son immunité. Et bon... Mais une grande première, les procureurs aussi appelés à être entendus. Et c'est là que je suis un peu étonné, le principe de la séparation des pouvoirs. Vous imaginez, l'Assemblée va écouter un procureur? Vous imaginez ça? Mais la commission veut aussi l'entendre. Mais vous imaginez, le procureur de la République instruit une requête et vous dites, nous allons l'auditionner. Non, vous avez déjà dans sa demande les éléments de son dossier que vous avez. On ne peut pas interpeller un procureur. Et donc ça brûle la séparation, le principe de séparation de pouvoir. Mais bien entendu, mais ça je ne comprends pas. Le procureur a fait son travail, il a déposé, vous allez analyser ça sur son dossier,
Mais vous ne pouvez pas comme ça convoquer les procureurs. Bon, sur ces points-là, c'est vrai, j'ai une lacune sur la Constitution congolaise. Sur ces points. Je ne sais pas qui dit la Constitution à ces points. Mais il s'avère que dans toutes les démocraties judiciaires, je ne vois pas comment on peut, aujourd'hui, interpeller, auditionner. Eh bien, ça serait à la foire, hein. À chaque fois que le procureur va émettre un avis ou enfin un mandat, ben, il sera entendu. Non. Le procureur a déposé une demande. Analysez cette demande-là sur la base de ces éléments. Et si vous estimez que les éléments ne sont pas probants, on ne votera pas à la levée d'immunité. Frédéric Boyenga Bofala, nous terminons cette émission. Mais je m'en voudrais si je vous pose pas cette question parce que vous avez beaucoup d'amis. Oui. Même parmi les chefs d'État, parfois vous allez à Brazzaville, vous allez dans plusieurs pays africains. Oui. Quand ces pays ont besoin de vous, quels sont vos rapports avec le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? Et si vous le côtoyez souvent, comment vous le trouvez? Non, je vais vous dire une chose. Hein. Avant de connaître Félix, j'avais plutôt des relations avec Papa Etienne. Vous savez, mon secrétaire général est allé, il a fait certains voyages à l'époque où j'ai écrit cet ouvrage dans lequel j'ai dit dès la fin de la crise des Grands Lacs à la nouvelle alliance intime, RDC, Rwanda, Ouganda, Burundi, Tanzanie, Soudan, j'avais la bonne foi. J'ai pensé vraiment que les gens voulaient la paix entre nous. Je n'analysais pas qu'il y avait des choses cachées. Et j'avais pris langue avec le fait président Etienne Tshisekedi, premier ministre Tshisekedi. Et voilà. Et lorsque vous parlez de l'actuel président de la République, c'est quelqu'un que je connais. Surtout lui, mon conseiller, le connaît très bien. Il était à l'IDP, il est dans l'IDPS. Moi, je n'ai jamais appartenu à l'IDPS. Tout ce que je peux reprocher, je lui ai dit aussi, c'est que il ne sanctionne pas par sa bonté. Je vous l'ai dit, moi je ne flatte personne, il sait. Par sa bonté, il a du mal à sanctionner. Vous savez, le président Ronald Reagan n'était qu'un acteur de cinéma. Mais vous avez vu son équipe avec les Cyrus Vance, les Alexander Haig. Mais pas loin de chez vous. Vous voyez dans les années 70, quand le président Mobutu présentait son équipe, il est au club de Paris, on lui pose une question des finances, il vous envoie son ministre des Finances. Je vous laisse mon ministre des Finances vous répondre. Et lui, il est là. Et le ministre, il te montre la matière. Et quand nous, on grandissait, on était jeunes, on voulait toujours s'identifier. Moi, par exemple, je voulais Ngunza. Oui, parce que comme j'ai toujours aimé les affaires étrangères, j'aimais Ngunza. Mais je lui apporterai mon soutien. Vous savez, monsieur, je vais vous dire, à l'âge où je suis aujourd'hui, je suis dans la pente descendante. Bon, c'est vrai que lui et moi, on n'a pas beaucoup vraiment de différences, hein. Mais je suis un peu son yaya quand même de quelques années. Mais lui, il est président. D'accord? Et je lui apporterai pour le pays tout ce que je sais, tout ce que j'ai écrit, toute ma réflexion. Je lui ai déjà dit. Pour le Congo, tenez, regardez. On attendait toujours aux Congolais de prendre l'initiative des textes. Parce que les Congolais, on était là, on subissait toujours. Vous savez, monsieur, qu'est-ce que je suis mal quand je vois, ouais, on a un facilitateur, le président du Togo, il veut faciliter quoi? Et laissez-moi finir, accordez-moi 5 minutes. Comme c'était aussi à l'époque, Edem Kodjo, il va faciliter quoi? Vous savez, ici chez nous, nous avons nos anciens qui ont la maîtrise des choses ici. Pourquoi nous ne les écoutons pas? C'est pour cela, messieurs, j'avais écrit ça, la Géroncia. Géroncia, c'est-à-dire les anciens. Consultons nos anciens qui sont encore là, beaucoup sont partis. Consultons-le, même si aujourd'hui nous allons faire un dialogue, que ces dialogues soient encadrés par nos aînés. Ils ont la matière, ils nous connaissent. Nous n'avons pas besoin d'un facilitateur de l'Union africaine. Nous n'avons pas besoin d'un facilitateur d'un tel pays. Pourquoi? Parce qu'ils sont plus intelligents que nous. C'est votre point de vue, Frédéric Boyenga Bofala. Oui. Il ne me reste qu'à vous dire sincèrement merci du temps que vous avez daigné nous accorder. Votre temps est très précieux, oui. Mais vous avez voulu passer sous les antennes de la radio-télévision nationale congolaise. Nous vous disons sincèrement merci de votre contribution. Merci beaucoup, monsieur. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur votre télévision et à la prochaine.